Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel entretien politique. Le parti Union progressiste Le Renouveau, plutôt taiseux sur la brûlante question de l'actualité, pendant que ses compères de la mouvance multiplient les déclarations pour revenir sur les derniers développements de ce dossier tentative de coup d'État sur fond de succession au Bénin. Nathanaël Coty, membre du parti politique Union progressiste Le Renouveau, est mon invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Comment Pisse. allez-vous? Ça va, et vous? Ça va super bien. Merci. Alors, qu'avez-vous à répondre à ceux qui pensent que aujourd'hui, le parti politique Union progressiste, Le Renouveau, est le moins-disant sur ce dossier de tentative de coup d'État au Bénin? Merci, Madame Pisse. C'est un plaisir pour moi de débriefer avec vous sur l'actualité. Alors, je voudrais, si vous permettez, qu'on replace les choses dans leur contexte. Il n'y a pas tentative de coup d'État. Il y a bien entendu un complot contre l'autorité de l'État, le blanchiment de capitaux et la corruption d'agents publics. C'est les chefs d'accusation qui ont été retenus. Je le répète, complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et blanchiment de capitaux. Alors, vous savez, l'Union progressiste, Le Renouveau est un grand parti politique. Et nous avons notre ligne. Je voudrais vous rappeler qu'au lendemain de la sortie du procureur spécial de la Criette, le parti Union progressiste Le Renouveau a sorti un communiqué pour condamner l'acte, a appelé à la retenue. Le parti Union progressiste Le Renouveau, après, a sorti un communiqué pour appeler ses militants au soutien inconditionnel au chef de l'État et à la mobilisation autour des idéaux du parti. Alors, pour une affaire qui est aux mains de la justice, pour une affaire que la justice est en train d'examiner, une affaire, je dirais tout simplement en instruction, pourquoi voulez-vous que le parti Union progressiste, Le Renouveau, s'acharne sur un dossier qui est géré par la justice de notre pays? Ce n'est pas s'acharner. Juste à côté de vous, nous avons les membres du parti Bloc républicain qui ne cessent d'être très actifs sur le dossier. Donc ce n'est pas s'acharner. Vous parlez de l'Union progressiste Le Renouveau. Mais je parle de vos compères de la mouvance présidentielle. Alors, moi, je vous dis que l'Union progressiste Le Renouveau a sa ligne et à sa manière. Et pour une affaire qui est aux mains de notre justice, qui est encore en instruction, il y a des pas qui ont été faits. Il y a eu des communiqués qui ont été donnés par l'Union progressiste Le Renouveau pour condamner l'acte. Et l'Union progressiste Le Renouveau attend alors désormais que la justice nous clarifie les choses et nous informe plus. Il n'y a pas de raison pour nous, parce que les autres font ci, nous allons les suivre. Non, c'est la liberté d'expression. Ça fait partie également de la liberté d'expression. Et donc, nous avons, nous, notre ligne que nous suivons. Le plus important pour nous, c'est de travailler au sein de nos partis. Je vous remercie. Alors, lutte pour le pouvoir, rivalité politique, est-ce que, selon vous, il y a des enjeux réels qui motivent ce complot-là contre l'autorité de l'État? Je voudrais vous dire que pour l'Union progressiste Le Renouveau, aucune motivation ne doit amener à ce seuil-là. C'est pour vous dire, tout simplement, que pour nous, à l'Union progressiste Le Renouveau, il n'y a pas de motivation qui puisse amener à comploter contre l'État, contre l'autorité de l'État. Il n'y a pas de motivation. On nous a appris à l'Union progressiste Le Renouveau qu'il faut travailler auprès du peuple pour aller conquérir le pouvoir d'État, qu'il faut suivre les règles démocratiques qu'on s'est nous-mêmes données. On nous a appris qu'il faut être discipliné, qu'il faut respecter l'autorité de l'État. Et donc me demander s'il y a une motivation réelle qui puisse amener à aller comploter contre la sûreté de l'État, je trouve qu'il n'en existe pas.
Mais il n'en existe pas de façon générale, mais de façon spécifique. Lorsqu'on considère les deux individus, le présumé cerveau du complot et son acolyte, Monsieur Osvaldo Meki, donc Monsieur Olivier Boko et Monsieur Osvaldo Meki, pour les avoir côtoyés, parce qu'ils appartiennent tous à la mouvance présidentielle. Est-ce que, à la lecture du passé et de aujourd'hui finalement, il y a des motivations chez ces individus-là pour qu'on en vienne aujourd'hui à parler de complot contre l'autorité? On connaît Monsieur Olivier Boko, qui est ami très fusionnel, et le chef de l'État ne s'en est jamais d'ailleurs caché. Donc, il partage a priori les mêmes valeurs que celles du chef de l'État. Et aujourd'hui, qu'on nous dise que ceux-là veulent comploter contre l'autorité de l'État, est-ce que ça s'entend? Est-ce que comploter contre l'autorité de l'État pour obtenir quoi? Compromettre l'État de droit, je ne sais pas, affaiblir les institutions, ou ce qu'on ne dit pas, obtenir la relecture du code électoral. Madame Pisse, vous savez, vous avez pris assez de temps pour me poser votre question, mais je vais répondre justement de façon précise et concise. Il n'y a pas de motivation en démocratie qui puisse amener à un complot contre l'autorité de l'État. Nous sommes tous des démocrates. Ça, c'est primo. L'ami du chef de l'État, ancien ministre du chef de l'État, qu'est-ce qui peut les amener à comploter contre l'autorité de l'État? La justice va nous éclairer, nous tous. Puisque autant vous avez envie de le savoir, autant l'Union progressiste, le renouveau, a envie de le savoir. Oui, c'est des gens que nous avons côtoyés. Et c'est pour ça que, à chaque fois qu'on en parle, moi, personnellement, je ne suis pas gai. Parce que je ne sais pas ce qui peut amener ces deux personnes. Ils sont présumés innocents. Bien entendu, ils sont présumés innocents, puisque l'affaire en instruction, je veux bien savoir ce qui peut les amener à aller jusqu'à ce seuil, je le répète. Pour l'Union progressiste, le renouveau, une fois que l'affaire est en instruction, nous laissons la justice faire son travail. Et de là, vous et moi, nous serons tous éclairés sur les réelles motivations. Sur votre analyse personnelle, M. Coty, je suppose que vous avez maintes fois vu M. Olivier Boko, que vous avez maintes fois vu M. Osvaldo Meki. Est-ce qu'ils sont autant des assoiffés de pouvoir pour aujourd'hui comploter contre le chef de l'État? Je fais appel à votre sens d'analyse. Est-ce que c'est possible pour les hommes que vous avez connus, qu'on parle aujourd'hui? Je ne saurais le dire. Mais ce que je sais, c'est que c'est depuis 2023 qu'on a commencé par entendre la suscitation de candidature de M. Olivier Boko, qui n'a jamais dit quelque part qu'il était candidat. On a entendu également le ministre Osvaldo Meki lors des réunions de mouvements et tout ça parler. Et donc, je ne sais pas vraiment ce qui peut les motiver à aller à ce seuil. C'est pour ça que je dis, même de mon analyse personnelle, je pourrais dire tout simplement qu'ils se sont trompés. Est-ce que vous pensez... Ou qu'ils ont fait une erreur, si ça s'avérait vrai. Si c'était vrai qu'ils ont fait une erreur. Mais aller à ce seuil, c'est la justice qui pourra nous éclairer. Est-ce que sur le dossier de complot contre l'autorité du chef de l'État, là, coïncidence pour coïncidence ou hasard malheureux, on a déjà enregistré 2 décès. Est-ce que ça ne nourrit pas le spectre de la peur, les suspicions également? Alors, la mort est un mystère, n'est-ce pas? Comme on nous le dit toujours, tout le monde peut mourir. Et moi, je ne me hasarde pas à faire ce genre d'analyse. C'est une affaire qui est pendante. Elle sera traitée comme une affaire de justice. Voilà, et donc,
Je ne me hasarderai pas sur ce terrain pour apprécier la mort d'un officier. 2 personnes sont décédées. Je présente les condoléances à leurs familles respectives, mais je dis tout simplement que nous devons faire preuve de retenue. Laisser la justice faire son travail. Cette histoire de décès de 2 officiers et tout, je ne me hasarde pas à aller dessus. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a la mort qui existe, qu'il y a la vie qui existe. Je sais que des choses peuvent se passer. Voilà, donc, dans le plan de Dieu, et donc je n'accuse personne. Est-ce que vous pensez, monsieur Nathanaël Coty, que la volonté ou l'ambition d'accéder à la fonction suprême, enfin bloquée par le code électoral, dont on appelle, dont la plupart des opposants et de la société civile appellent à la relecture, aurait pu motiver ce complot contre l'autorité de l'État ? Le code électoral, oui. C'est la classe politique qui a voulu du code électoral. Personne ne nous a imposé le code électoral. C'est la classe politique. Et donc, ce code électoral prescrit bien la manière pour accéder au pouvoir, pour aller aux élections, pour obtenir le parrainage. Le code électoral prévoit tout ça. Et donc, je pense un instant que c'est un problème de discipline qui se pose. La discipline en toute chose. Le code est là. Monsieur Olivier Bokosset, puisque c'est de lui que vous parlez, il sait qu'il n'y aura plus de candidature en dehors des partis politiques. Il n'a qu'à s'y conformer. Si au sein d'un parti politique il est désigné, il est candidat. C'est ce que nous faisons. La ligne est tracée. Donc pour moi, quand vous demandez ma réflexion personnelle, il n'y a pas de motivation qui puisse amener à comploter contre l'autorité de l'État. Parce que la ligne est tracée. Parce que nous savons comment on fait désormais pour être candidat au Bénin. Pour les élections générales de 2026, nous savons tous, pour être député, ce qu'il faut, pour être président de la République, ce qu'il faut, pour être conseiller, ce qu'il faut. La ligne est tracée. Et nous savons tous ce qu'il faut faire. Et donc pour moi, malgré le fait qu'une partie de la classe politique demande à relire ce code électoral, malgré le fait qu'une partie de la classe politique crie à l'exclusion par le vote vous avez dit une partie, vous n'avez pas dit toute la classe politique. Et vous savez que la majorité l'emporte toujours. Bien sûr. Vous parlez d'une partie de la classe politique. Moi, je pense un instant que le code électoral est un défi. Mais pour tous les partis politiques, c'est un défi. Il y a une autre défi. Partie de la société civile. Et est-ce que les deux combinés, ça commence pas... Est-ce que ça ne commence pas par faire beaucoup ? Madame Bougnon, j'ai envie de vous poser une question. Ça suffit pour qu'on complote contre l'autorité de l'État ? Puisque vous insistez sur ça. Cela suffit. Parce qu'on a demandé une relecture du code électoral. On n'attend même pas savoir si la relecture viendrait ou pas, et alors on complote contre l'autorité de l'État. Ça suffit. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune raison valable dans un processus démocratique, dans un pouvoir démocratique, de vouloir interrompre le processus démocratique par voie de complot à l'autorité de l'État. C'est inadmissible, c'est inacceptable, vous le savez. Et donc, même si les gens savent que, en fait, le code électoral, c'est un défi pour tous les partis politiques, vous le savez. Parce qu'il n'y a pas un parti politique qui est hors du code électoral, que ce soit un parti de la mouvance ou de l'opposition. Tout le monde est soumis à ce code. Nous devons travailler tous pour que le défi soit relevé au sein des partis politiques, auprès du peuple qui est le seul détenteur du pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça qu'à l'Union progressiste Le Renouveau, nous ne voyons pas de raison valable pour aller comploter, qui amène des gens à aller comploter contre l'autorité de l'État. On ne va pas. Alors, Monsieur Nathanaël Coty, l'autre question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Est-ce qu'on pourrait penser que c'est un auto-coup d'État pour justifier un durcissement des mesures afin de continuer à diriger le Bénin d'une main de maître ou de fer? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pourquoi un autocomplot contre l'autorité de l'État? Pourquoi? Je ne vois pas de raison. Si vous n'avez pas pu trouver une seule raison à messieurs Olivier Bokor et Oswald Omeki, aujourd'hui accusés de
de comploter contre l'autorité de l'État. Alors, l'autre piste qu'il nous reste, c'est peut-être penser à un auto-coup d'État. Est-ce que ce n'est pas un prétexte pour durcir le mode de gouvernance aujourd'hui au Bénin? Non, pas du tout, madame. Je ne sais même pas ce qui peut nous amener à y penser. Vous savez, le code électoral a été voté. Et nous savons depuis des années, depuis des mois, j'allais dire, ce que nous faisons pour aller à chaque élection. Nous le savons, nous tous. Le président de la République, qui est le garant de la Constitution, a été clair là-dessus. Quand il a rencontré le Parti des démocrates, quand il a rencontré d'autres partis, il a été clair là-dessus. Nous avons tous fait des sacrifices pour adopter ce code électoral, pour assainir le milieu politique. Par conséquent, nous devons aller de l'avant. Le code électoral ne s'arrêtera pas au président Patrice Talon. Quand il partira, il laissera en héritage ce code aux Béninois. Et ça va continuer. En fait, c'est le Bénin qui gagne. C'est le Bénin qui sera héritier. Ce n'est pas la personne de Patrice Talon. C'est ce qu'il faut comprendre par là. Alors, il a été clair, il a dit. Nous devons tout faire pour qu'ensemble, on puisse poursuivre cette lutte-là que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Nous nous sommes assignés nous-mêmes. On a fait beaucoup de sacrifices pour y être. Et donc, le chef de l'État l'a répété plusieurs fois. Une de vos collègues a posé la question au chef de l'État de savoir que son ami Olivier Suret est candidat. Il vous a dit qu'il n'était pas informé et qu'il ne fait pas la promotion des amis en politique. Il a dit. Le chef de l'État a également répété qu'il faudrait que les politiques gèrent la chose politique, mais désormais dans les partis politiques. Et la classe politique est d'accord. Le code électoral est un package. Ça fait le financement des partis politiques, ça fait le rétrécissement de tous les partis politiques, c'est-à-dire il faudrait qu'on aille en grand bloc et tout, c'est un package. Il ne faut pas aimer un pan de la chose et détester l'autre pan de la chose, pas du tout. Et donc je pense un instant que quand on parle de l'auto, vous avez appelé ça l'auto... Auto-coup d'État. Auto-coup d'État, non, je ne pense pas. Encore qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Il y a eu complot contre l'autorité de l'État. Autocomplot contre l'autorité de l'État. Alors, si c'est autocomplot contre l'autorité de l'État, il n'y en a pas du tout eu. Pas du tout, alors. Nathanaël Coty, le parti Union progressiste Le Renouveau passe pour le parti qui, avait enregistré ou comportait en son sein plusieurs pro-Olivier Boko. Aujourd'hui, qu'adviendrait-il? Oui. M'informer. Mais non, je crois qu'ils s'en sont pas cachés depuis le temps. Qu'adviendra-t-il de ces pro-OB au sein, de l'Union progressiste Le Renouveau? Madame Pisse, Oui. je voudrais vous poser la question de savoir ce qui vous amène à identifier des pro-OB au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Mais on a vu des articles de presse où des personnalités politiques, membres de l'Union progressiste Le Renouveau, Ouais. ont carrément dit... D'accord. Oui. Je voudrais vous rassurer d'une chose. Au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, on ne connaît pas de pro-OB. Nous sommes une famille politique. Nous avons une ligne politique que nous respectons. Nous sommes ensemble pour la lutte politique, pour les bonnes luttes politiques. Et vous avez vu que depuis cet événement malheureux que nous condamnons tous et que nous regrettons tous, il n'y a aucun membre de l'Union progressiste Le Renouveau, je dis aucun membre de l'Union progressiste Le Renouveau qui s'est affiché d'office pro-OB ou pro quelque chose pour dire je ne suis pas d'accord, je suis Union progressiste Le Renouveau, mais je condamne ci, je condamne ça. Non, il n'y en a pas eu. Il y a eu la cohésion du sous parti. la peur qu'ils n'ont pas Alors, osé... si quelqu'un, parce qu'il y a la liberté d'expression, même si vous êtes au sein d'un parti politique, vous êtes libre de vous en départir, vous êtes libre de démissionner, vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Il suffit tout simplement que cela soit conforme aux règles qui régissent le parti politique. Alors, si depuis cet événement, on n'a pas eu quelqu'un qui se déclare pro-OB
et qui ait fait une déclaration tendancieuse, et que bien étant au sein du parti, même si vous lui prêtez peut-être l'intention d'être pour OB, qui n'a jamais dit, qui n'a jamais déclaré officiellement qu'il est pour OB, et qui travaille pour le parti, qui est dans le parti, alors là, pourquoi est-ce que nous allons nous attarder à cela? Le parti a beaucoup de choses à faire. L'Union progressiste, le renouveau, travaille jour et nuit. On a fini l'installation de toutes nos cellules. Nous faisons en ce moment la formation des formateurs. Et donc, nous n'avons pas le temps. Nous mettons tout le monde au travail. Nous travaillons les mains dans les mains. Nous vivons une cohésion au sein de notre parti qui est inébranlable. Et nous savons régler nos problèmes à l'interne. Et donc, Olivier Bocor n'est pas ennemi de l'Union progressiste, le renouveau, encore moins d'un membre de l'Union progressiste, le renouveau. Mais s'il y a eu des égarements, prétendus égarements, s'il y a eu des situations, cela ne voudra pas dire tout simplement qu'il y a eu des pro-OB qu'il faut censurer. Vous avez vous voilé la face ou bien non, pas du tout. Vous faites une analyse, une lecture lisse de... je suis parti, parce que ce n'est pas un secret que plusieurs leaders ou personnalités de l'Union progressiste sont très proches de M. Olivier Bocor. Je suis parti d'un principe et je reviens là-dessus, Madame Bouillon. Vous savez qu'au lendemain de la déclaration, je l'avais dit tantôt, du procureur spécial de la Criette, l'Union progressiste, le renouveau, a sorti un communiqué pour condamner l'acte. N'est-ce pas? Oui. L'Union progressiste, le renouveau, encore une fois, a sorti un autre communiqué pour donner son soutien total au chef de l'État et remobiliser la base, rappeler tous les militants et les militantes au travail, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez vu un membre de l'Union progressiste, le renouveau, aller contre ces deux communiqués? Mais ce n'est pas possible qu'un membre de l'Union progressiste... Mais vous dites qu'il y a des pros. Quand on est pro, quand on est pro quelque chose et que on condamne peut-être un acte de celui dont on est pro, alors là, on se dissocie du communiqué. On se dissocie de l'acte posé par le parti politique. On n'en a pas eu. Et donc, je crois un instant que le parti est en pleine forme. Le parti vit sa cohésion. Et même si il y avait des problèmes, nous savons régler nos problèmes au sein des partis. Vous savez tellement régler vos problèmes que vous faites de la révocation trop coïncident avec, dans le contexte actuel, il y a Madame Christelle Rondon-Ngoua-Alioza qui n'a jamais caché, par exemple, sa proximité avec Monsieur Olivier Bocor et qui, du jour au lendemain, se trouve débarqué de son poste, de sa fonction de directrice administrative. C'est difficile de penser qu'il n'y a pas une proximité entre les deux faits. Madame Pisse, oui. Moi, je ne suis pas adepte des amalgames. Il n'y a pas d'amalgame. Et à l'Union progressiste, le renouveau, nous ne sommes pas adeptes des amalgames. Madame Christelle Rondon-Ngoua a été directrice administrative de l'Union progressiste, le renouveau. Elle a été révoquée pour faute grave et de ce poste, c'est-à-dire de la position de la directrice administrative de l'Union progressiste, le renouveau. Elle n'a pas été révoquée en tant que membre de l'Union progressiste, le renouveau. Elle n'a pas été sortie du parti. Elle a été nommée à un moment donné directrice administrative du parti. Et les faits qu'on lui reproche sont dans l'acte de révocation. On ne peut pas, c'est une coïncidence malheureuse. C'est une coïncidence malheureuse peut-être. Mais personne ne peut dire aujourd'hui, quand on lit ce communiqué, oui, que c'est parce qu'elle a affiché son attachement ou sa proximité avec c'est clair que dans le communiqué, personne ne peut faire cette lecture-là, mais on fait une lecture dans des lectures, Monsieur Coty, parce que Madame Rondon-Ngoua-Alioza n'a pas, pour une première fois, n'est pas allé faire un contrat sans en informer. Ce n'est pas une première fois. Alors, et pourquoi aujourd'hui,
curieusement, pour une pratique ou pour une chose qu'elle a déjà peut-être fait par le passé, on la révoque de ses fonctions. Vous ne trouvez pas apparemment, vous n'êtes pas de l'Union progressiste Renouveau, mais vous êtes bien informé plus que moi, puisque vous dites que certainement que c'est pas la première fois qu'elle a signé des choses sans en informer le parti. Et vous trouvez que c'est normal? Je trouve un instant que c'est pas normal. Elle est encore membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Madame Christelle. Mais ça vaut révocation. Madame Alioza a été révoquée en tant que directrice administrative. D'accord. C'est pour ça que je disais tantôt qu'à l'Union progressiste Le Renouveau, nous ne sommes pas des adeptes des amalgames. Quand vous lisez le communiqué, quand vous lisez l'acte de révocation, les causes de la révocation sont bien inscrites. Et donc, je vais vous dire tout simplement que, certainement, si elle avait eu à faire des choses comme ça, de par le passé, il y a eu des avertissements. Il y a eu des avertissements, certainement, puisque vous dites que ce n'est pas la première fois, c'est vous qui le dites. Hein. Et donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait de ces actes. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une décision de révocation en tant que directrice administrative, mais pas en tant que membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Et c'est parce qu'elle a signé un partenariat, elle a signé une convention avec... vous avez lu le communiqué, je ne reviens pas là-dessus. Mais je dis tout simplement que l'Union progressiste Le Renouveau a encore prouvé qu'il est un grand parti. Absolument, l'UPR est un grand parti. Oui, qu'il est un grand parti et qu'il tient à la discipline. Moi, j'ai une curiosité. Tant en matière politique qu'en matière administrative. Ouais. Monsieur Coty, j'ai une question de curiosité. Le cabinet avec lequel le contrat a été signé, le cabinet souffre de quoi pour que le contrat qui a été signé soit grave au point de procéder à la révocation de la directrice administrative? Vous trouvez, madame, puisque c'est normal que, en tant que directrice administrative d'un parti, que vous puissiez signer des contrats avec des organisations sans en informer votre De quoi hiérarchie? retournait ce contrat? De quoi retournait ce contrat? Je ne saurais vous le dire. Je ne saurais vous le dire, je n'ai pas signé de contrat. Mais je sais que le communiqué précise que ce contrat a été signé sans l'accord des membres de la haute direction politique, encore moins du président du parti. Et si c'est ça, c'est extrêmement grave. Je ne suis pas là pour qualifier les faits. C'est un contrat politique? Je dis tout simplement... C'était un contrat politique? Je ne saurais le dire. C'était un contrat politique? Je ne saurais le dire, mais je trouve que même dans une simple administration, même si nous quittons le cadre des partis politiques, dans une simple administration, Madame Mouillon, vous avez votre entreprise, hein, votre secrétaire ne signe pas de convention sans vous le dire. Vous êtes d'accord avec moi? Nous quittons le cadre du parti politique. C'est pour ça que je disais tantôt que c'est peut-être une coïncidence malheureuse, mais qui n'a rien à voir avec le fait qu'elle s'est affichée pour Olivier Bokor. Rien du tout. Je suppose même qu'elle s'affiche pour Olivier Bokor, qu'elle prouve sa proximité avec Olivier Bokor. Et elle a prouvé à mettre... Ça n'a rien à voir, madame, avec le parti politique. Vous savez pourquoi? Nous venons tous d'une famille. Nous avons des amis. Nous avons des parents. C'est pas parce qu'on a un parent en difficulté qu'il faut crier, qu'il faut le renier, pas du tout. Elle a affiché, et depuis qu'elle a affiché sa proximité, personne ne lui en veut, n'est-ce pas? On a continué à collaborer, normalement au sein de notre parti politique. Mais si pour des faits graves, pour des faits professionnels graves, on la révoque, je ne sais pas pourquoi il faut attacher cela, comment appelle-t-on, à sa proximité avec Olivier Bokor. Pas du tout. Je ne crois pas à ça. C'est pour ça que, pour commencer, j'avais dit qu'à l'Union progressiste Le Renouveau, nous ne sommes pas des adeptes de l'amalgame. Il faut éviter de faire des amalgames parce que c'est vrai que quand le communiqué est sorti, j'ai reçu des coups de fil, chacun fait son analyse, son appréciation, et je dis, c'est complètement erroné. Ça n'a rien à voir. Au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, on sait qu'il y a des ambitions et que M. Olivier Bokor, pas très légitime, mais quand même très à propos pour 2026, dérangeait quand même les ambitions au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Est-ce que finalement, cette arrestation de M. Olivier Bokor n'ouvre pas un boulevard très, très, très libre pour un futur candidat véritable pur sang de l'Union progressiste Le Renouveau? Alors, l'animation de la vie politique au Bénin, et surtout l'animation
de la vie des partis politiques au Bénin ne dépendait pas de X ou de Y. Pas du tout. Le parti Union progressiste Le Renouveau, depuis 2023, où on nous parlait de la suscitation de candidature de M. Olivier Bokor, qu'il est candidat, et voilà, que les jeunes l'appelaient à se présenter et tout, n'a pas empêché l'Union progressiste Le Renouveau de continuer à travailler régulièrement, rigoureusement, et de plein pied sur le terrain pour que le parti puisse gagner. Et c'est ce que nous avons fait à ce jour. Nous avons travaillé. C'est pour vous dire que ce n'est pas parce que aujourd'hui, M. Olivier Bokor est dans une situation politique que c'est un boulevard qui s'est ouvert pour l'Union progressiste Le Renouveau. Pas du tout. Nous avions toujours travaillé. On a continué à travailler à ce jour. Mais M. Olivier Bokor n'était-il pas une menace pour les futurs candidats provenant je vous dis non. Très affiliés de l'Union progressiste? Je vous dis non et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Je reviens sur le fait qu'il y a une ligne qui est tracée. Il n'y a pas de candidature hors parti politique au Bénin. Monsieur Patrice Pour Talon, tous les partis Monsieur politiques. Patrice Talon n'est ni candidat de l'Union progressiste, ni candidat du le Bloc nouveau, républicain, le mais nouveau, pourtant pour 2000... Je dis le code électoral. Le code électoral Oui. aujourd'hui. Le code électoral aujourd'hui dit clairement que les candidats seront désignés au sein des partis politiques. Vous le savez très bien. Et donc, quand bien même on entendait parler des mouvements, on était serein. On a continué à travailler parce que nous savions et nous savons encore que les candidats seront désignés par les partis politiques et que tout allait se passer au sein des partis politiques. Et donc, le fait qu'il soit dans une situation aujourd'hui ou qu'il ne l'est pas, nous savons très bien que les choses allaient se passer au sein des partis politiques. Mais Donc, est-ce que ça ne rend ce pas plus n'est confortable? pas un boulevard, ce n'est pas un boulevard qui est ouvert parce qu'il est dans une situation, pas du tout. Ça a été pour nous, à l'Union progressiste Le Renouveau, le principe de la discipline, de la mobilisation et du respect des lois que nous nous sommes librement données. Mais votre sérénité, en fait, n'a pas de raison d'être. Si M. Patrice Talon, après, allait désigner son meilleur ami comme candidat de l'Union progressiste, parce que c'est lui qui décide de tout. J'ai l'habitude de dire quelque chose. Le président Patrice Talon est le chef de la majorité. Mais vous pouvez ne pas me croire puisque vous dites qu'il décide de tout. Il écoute les partis politiques. Oui, une chose est d'écouter, bien mais l'autre chose est de il décider écoute les partis politiques. Et je ne pense pas que le président de la République aille désigner un membre d'un mouvement pour être candidat, comment appelle-t-on, aux élections présidentielles pour 2026. Je ne crois pas. Et c'est pour ça que, quant à la suscitation des candidatures, quant à tout ce qu'on a vu, les balais, tout ce qu'on voyait, et qui était hors parti politique, on s'est contenté de travailler dans le couloir de nos partis politiques. Et vous nous avez vus tout le temps sur le terrain. Vous nous avez vus. Les gens s'étonnaient pour dire, mais comment est-ce que vous faites? Vous continuez alors qu'ils sont en train de promouvoir les mouvements. Ils disent, mais qui sont ceux-là qui sont en train de promouvoir ces mouvements-là? Nous sommes partis politiques. Nous travaillons pour nos partis politiques. Et nous avançons. Et aujourd'hui, nous avons raison de travailler. On ne peut pas comparer les mouvements à un parti politique. C'est quand même absurde. C'est quand même absurde. Et quand vous me parlez d'Olivier Bokor, Olivier Bokor a soutenu la réforme du système partisan. C'est pour ça que je dis que le code électoral est un package. Il a soutenu la réforme du système partisan de bout en bout, qu'il s'en dissocie et qu'il fasse les mouvements. D'ailleurs, il n'a jamais dit que ces mouvements lui appartiennent. Il n'a jamais dit par le passé. Et donc, nous sommes restés au niveau des partis politiques. Ça n'a rien à voir avec... Il a eu un problème aujourd'hui. Le boulevard est ouvert pour un candidat pur sang de l'Union progressiste, Le Renouveau. Non, qu'il ait eu des ennuis ou pas. Nous savons que tout se passe au sein des partis politiques. Que vous soyez de la mouvance, que vous soyez de l'opposition, en tant que parti, ça se passe en votre sein. C'est cela. C'est pour ça que quand on est dans un parti politique, il faut observer de la discipline et suivre l'ordre du chef de la mouvance. C'est de cela qu'il s'agit. Merci.
Alors, vous avez évoqué le mouvement politique et ça me fait penser tout de suite à Objectif Bénin 2026 qui est censé être, sinon qui se réclame être un mouvement politique très proche de M. Olivier Bokor. Dans la dernière déclaration de M. Jean-Eudes Mitokwe, il a dit entre autres, Olivier Bokor et Oswald Omeki, les victimes d'un système qui cherche à se protéger en sacrifiant des innocents. Et moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, il parle de quoi? Madame Pisse, j'ai suivi comme vous la déclaration de l'intéressé, de celui dont vous parlez, que j'ai connu dans une autre vie en tant que journaliste. Et quand j'ai suivi un peu ces déclarations, je trouve que c'est un condensé. C'est un condensé d'immaturité politique. C'est un condensé de non-maîtrise de soi et d'inexpérience politique. D'immaturité politique parce que vous avez vu, vous avez entendu tout ce qu'il a dit. Alors, l'inexpérience politique aussi, parce qu'il parle des choses... il parle des choses graves qu'il ne maîtrise pas. Vous avez vu Jean-Eudes Mitokwe, je vous rappelle que le journal Le Pharaon, depuis 2016, émarge à la présidence de la République en tant que presse. Bien sûr, c'est pour ça que je vous pose la question de savoir de quoi il parle, parce qu'il était censé, c'est pour ça qu'il faudrait il est censé appartenir au même système que vous. Ouais, donc oui. je voudrais remonter un peu pour que vous puissiez connaître l'homme. Pour que vous puissiez imaginer un peu tout ce qui peut être derrière tout ça. À ce jour, le journal Le Pharaon est accrédité à la présidence de la République, émarge à la présidence de la République. Et donc, celui qui nous donne des leçons de démocratie, qui noircit tout, qui trouve que tout est noir juste parce que M. Olivier Bokor et Oswald Omeki ont un souci avec la justice, celui-là a émargé pendant les 8 années où il trouve que la presse n'est pas indépendante. Mais pourtant, il émarge à la présidence de la République. C'est une presse qui a retenu pour travailler avec la présidence de la République. Il est resté dedans. Il a gagné sa vie dedans. Il a travaillé dedans. Alors, c'est une immaturité politique grave. Et quand il parle qu'il n'y a pas eu tentative de coup d'État, qu'il n'y a pas non plus eu coup d'État, peut-être qu'il a des problèmes, peut-être qu'il faut lui faire une clarification sémantique. Personne n'a dit qu'il y a eu tentative de coup d'État. Oui, qu'il y a eu coup d'État, il y aurait eu coup d'État, vous et moi. On serait aujourd'hui dans un pouvoir de transition, donc dans une incertitude. Alors, on dit tout simplement qu'il y a eu complot contre l'autorité de l'État, blanchissement de capitaux. On dit qu'il y a eu corruption d'agents publics. Et c'est contraire à tout ce qu'il a raconté. Monsieur Jean-Eudes Mitokwe est allé plus loin. Il est allé plus loin en jetant de l'opprobre sur nos vaillants magistrats. Il dit que la Criette, les juges de la Criette, les magistrats de la Criette ne sont pas indépendants. Alors, depuis quand il sait qu'ils ne sont pas indépendants? C'est des faits graves. Il est jeune. Et vous savez comment est-ce qu'il est rentré en politique? Par la suscitation de candidature. Moi, je l'ai retrouvé en politique en le voyant susciter la candidature d'une personnalité de ce pays. Et vous savez que c'est une drôle de manière de rentrer en politique. C'est une drôle de manière de rentrer en politique. Pour des exemples de ce type, il y en a plein parmi vous. Il y en a plein parmi vous. Moi, je ne suis pas rentré. C'est très facile de je ne suis pas rentré. Je ne suis pas rentré. Moi, je ne suis pas rentré en politique de cette manière. Il faut avoir un parcours en politique. Je dis bien, il faut avoir un parcours en politique. Il faut avoir une base en politique. Quand on parle de mouvement, vous avez vu, ce matin, je suis tombé dans ma lecture quotidienne sur le collectif des mouvements soutenant la candidature de M. Olivier Bokor. Et dans le communiqué, ils ont adressé, je pense, une lettre au président de la République et ils l'ont invité, ils ont fait appel à sa magnanimité. Ils ont fait appel à son pardon. Ils ont dit de pardonner son ami et frère Olivier Bokor et son fils adoptif Oswald Omeki. C'est ça la posture. C'est cela que Jean-Eudes Mitokwe devrait faire. C'est la posture qu'il devrait adopter.
Et ce qui me hante fondamentalement chez les jeunes, chez certains jeunes, j'allais dire, c'est le fait que parce que vous prenez de l'argent chez des gens pour faire leur promotion, alors que vous n'avez aucune base derrière, vous vous permettez tout. Vous détruisez votre avenir. Vous savez que les juges de la Criette peuvent s'auto-saisir du dossier et le condamner. Après, on va parler d'une, comment on appelle-t-on, d'une oppression. On va parler, on va utiliser tous les mots. Est-ce que c'est normal qu'un jeune qui a plein d'avenir devant, parce qu'il suscite hier, tout simplement hier, il y a quelques mois seulement, journaliste, saute en politique par suscitation de candidature, se permet de noircir le chef de l'État et sa gouvernance en matière de l'État de droit, de liberté de la presse, de fonctionnement, du bon fonctionnement de notre démocratie. Et lui, il savait tout ça depuis 8 ans, mais il était journaliste à la présidence de la République. Est-ce que c'est parce qu'on prend de l'argent chez des gens qu'on se permet Est-ce que tout? ça ne vous amène pas plutôt à remettre en cause le système auquel vous appartenez? Non, point pourquoi. L'histoire de ce monde nous montre tout. Nous sommes des jeunes. Nos pères et nos mères nous ont raconté l'histoire de l'humanité. Et nous savons que c'est comme ça que ça finit. On n'aurait eu aucun souci si dans la ligne droite qu'on s'est tracé nous-mêmes, chacun restait au sein de parti pour travailler, pour bâtir. Olivier Bokor serait peut-être candidat. Jean-Eudes Mitokpe serait peut-être candidat. Tel ou tel serait peut-être candidat. C'est de cela qu'il s'agit, la discipline de groupe, le respect de ce qu'on s'est donné comme une ligne. Mais quand vous passez la ligne, vous pensez à tout. Vous pensez aux mauvaises choses. Vous pensez à comment est-ce que vous devez extrapoler les étapes pour y arriver. C'est de cela que sous Jean-Eudes Mitokpe, il a tenu des propos graves. Mais c'est la nature qui nous montre toutes ces choses. Et comme je le dis souvent, toute chose qui passe constitue une leçon de vie pour nous tous. Et nous devons en tenir compte. Aujourd'hui, c'est dans Eudes Mitokpe. Demain, ce serait qui? Des gens qui ont profité du pouvoir. Il ne profitera pas d'Olivier Bokor si Talon, le président Talon, n'était pas président de la République. Il a profité de la position d'Olivier Bokor, tout simplement parce que M. le Président de la République, Patrice Talon, a permis qu'Olivier Bokor soit dans cette position-là à un moment donné. Et eux tous, ils ont profité de cela. Il a profité du pouvoir. Chez moi, on dit souvent, quand tu profites de quelqu'un, on ne déshabille pas cette personne en public. Il faut l'adouber, il faut l'adouber, il faut l'encenser. Non, il ne faut pas l'adouber, il ne faut pas l'encenser. Il ne faut pas lui dire la vérité, c'est ça? Il faut lui dire la vérité. Et au moment opportun de lui dire la vérité. Dire la vérité pour moi, c'est que quand il suçait bien Olivier Bokor, quand tout allait bien et qu'il avait constaté des dérives à la démocratie, il aurait démissionné tout simplement. C'est ça le jeu. C'est ça le vrai démocrate. C'est ça le bon type. Comment on appelle-t-on, bien éduqué. Mais aujourd'hui, qu'ils reviennent. On connaît, on sait par où ils ont tous pris. Aujourd'hui, qu'ils reviennent nous dire le contraire de tout ce qu'il a qualifié. Il nous parle même, il va même jusqu'à nous parler de Rikiat Madougou. Et il va même jusqu'à nous parler de Joël Aïvo. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Il est jeune, arrêtez. Moi, j'ai eu mal à sa place. J'ai même eu pitié à sa place. Parce que je n'aurais jamais dit comment appelle-t-on, des choses comme ça pour me compromettre. Allez. Parce que le plus grave, c'est ce qu'il a dit contre les magistrats qui peuvent l'interpeller. Qu'est-ce qu'il dit? Aussi bien la présomption d'innocence n'est pas la culpabilité, aussi bien la présomption d'innocence n'est pas de l'innocence aussi. C'est pas l'innocence. C'est pas de l'innocence. Alors, lui, il fustige la position des personnes qui accusent Olivier Bokor, mais dans le même temps, il dit que Olivier Bokor est d'office innocent, alors que l'affaire est aux mains de la justice. C'est pour ça que je vous disais tantôt. Je reviens sur ce fait que
Le Parti Union progressiste, le renouveau, c'est bien Mais ce qu'il fait. Il est-ce attend tout simplement que la justice nous moi, je souris revienne par parce que, rapport aux Monsieur faits. Coty, est-ce que Monsieur Jean-Eudes Mitokpe est différent de de l'autre journaliste qui aujourd'hui aussi est très actif sur le dossier? Je veux parler de Monsieur Boubacar Takou qui, lui, sans dire que Monsieur Olivier Bouko est innocent, dit carrément ou enfin semble dire qu'il est coupable. On ne peut pas Est-ce que comparer. vous faites On ne peut pas. aussi, Non, est-ce que vous faites la lecture moi, je n'ai pas de lien particulier avec Aboubakar Takou. Mais on ne peut pas comparer, arrêter Aboubakar Takou à Jean-Eudes Mitokpe, pas du tout. C'est deux mondes différents. Monsieur Aboubakar Takou, je l'ai suivi. C'est deux mondes différents pour des pratiques différentes, c'est ça? Non, c'est deux mondes différents. En réalité, bon, je dirais tout simplement que c'est deux personnes différentes. Jean-Eudes Mitokpe, quand vous le regardez, il était en colère. On a comme impression que son speech a été rédigé avec la colère. Et quand il est venu, il a déversé sa colère sur tout le monde, contrairement à ses autres amis dans le même mouvement que lui. J'ai vu au moins 32 ou 31 organisations signataires de cette lettre adressée au président de la République pour demander son pardon pour M. Olivier Boucan et pour l'autre. Mais lui, quand il est venu, il a tiré à bout portant. C'est-à-dire que, oui, vous m'arrachez le biberon, je pèse bien mes mots, vous m'arrachez le biberon, mais je détruis tout au passage. Mais il détruit quoi? Il ne détruit rien. Le Bénin demeure le Bénin. Absolument, le Bénin restera. Le Bénin restera. Et nous allons nous revoir. Mais malheureusement, c'est des frères, c'est des amis, c'est des Béninois. Et nous sommes obligés de nous donner la main pour dire ça, tu as bien fait. Et ça, lieu, tu n'as pas bien fait. Je pense c'est très important. Au lieu de clouer quelqu'un au pilori, il vaut mieux appeler à la paix et trucs là. Mais bien sûr, nous appelons à la paix. Oui. Nous sommes un parti de paix. Et nous appelons tous les jours à la paix. Mais ce n'est pas une raison de ne pas condamner, comment appelle-t-on, ce qui est anormal dans une république. Il faut bien condamner. Alors, M. Nathanaël Coty, est-ce que complot contre l'autorité de l'État, blanchiment de capitaux, dans un contexte, on va dire, quasiment préélectoral, est-ce que ça n'a pas d'impact sur la stabilité de l'État du Bénin? Alors, je ne vois pas en quoi cette affaire aux mains de la justice, c'est-à-dire complot contre l'autorité de l'État, blanchiment de capitaux et corruption d'agents publics constituerait, vous dites, un impact, aura un impact négatif sur la stabilité du pays. Non. Je ne vois pas en quoi. Vous savez, il n'y a pas d'implication politique qui pourrait scléroser. Aucune implication politique. La stabilité d'un pays en démocratie, c'est quoi? C'est le bon fonctionnement des institutions de la République. C'est la séparation des pouvoirs. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, on a plusieurs dossiers au maître de la justice. Plusieurs dossiers au maître de la justice. Et qu'un dossier qui concerne 2 personnes ou peut-être des personnes après, que ce dossier va entraîner une instabilité de notre pays, va avoir un impact négatif sur l'instabilité de notre pays? Je ne crois pas, pas du tout. En quoi? En quoi? Nos institutions sont fortes et elles travaillent. Donc, il n'y a pas d'impact, selon moi. Vous pensez que ce dossier n'a aucune implication politique en soi? Pas du tout. Pas du tout. Vous pensez que dans une république, parce que X ou Y politique, bon, je sais pas, des hommes politiques aient une situation comment on appelle, avec la justice de leur pays, et que ça impacte négativement sur la stabilité du pays? Non, pas du tout. Il y a la classe politique qui est là et qui travaille. Il y a les institutions qui sont fortes et qui travaillent. Moi, je ne vois aucune implication négative sur la stabilité du pays. Alors, et j'en viens alors, et que dites-vous alors des propos de la dernière sortie de M. Ousmane Batoko, qui semble très préoccupé? Oui, Madame Mouillon, j'ai suivi, comme vous, le réquisitoire
j'allais dire sévère, le réquisitoire sévère de M. Ous. Disons préoccupant. Je crois Non, que sévère, j'allais dire préoccupant. pas préoccupant du tout. Pas préoccupant, le réquisitoire sévère de M. Ousmane Batoko contre la gouvernance du président de la République, que je trouve qu'il n'a pas assumé courageusement. Parce que, étant obligé de dire qu'il a 40 ans d'amitié avec le président Patrice Talon, alors que, comme vous et moi, nous savons tous qu'on ne parle pas d'un ami dans les médias et de cette manière. Mais il en a dit quoi? Alors, vous parlez de réquisitoire sévère, on n'a pas écouté la même personne? Puisque vous me posez la question, je vais réagir sur 2 ou 3 points. Je dirais même 4. Ok, allez-y. Le président Ousmane Batoko, l'ancien président Ousmane Batoko, disait qu'on ne gère pas un système démocratique dans lequel il y a des échos de coups d'État et qu'il y aurait des problèmes. Madame Mouyossi, dans un système démocratique, on a des échos de coups d'État. Est-ce que c'est la faute à la démocratie ou c'est la faute à ceux qui font des bruits de coups d'État ou qui donnent des échos de coups d'État? C'est complètement, pour moi, gauche. S'il y a des échos de coups d'État, il dit qu'on ne gère pas un système démocratique dans lequel il y a des échos de coups d'État et que cela implique alors le fait que ça ne va pas dans le pays. Et je me pose la question de savoir, je lui pose la question de savoir, je nous pose la question de savoir si dans un système démocratique, nous avons des échos de coups d'État, est-ce que c'est la faute à la démocratie ou c'est la faute à ceux qui donnent les échos de coups d'État ou ceux qui sont en train de faire, comment appelle-t-on, des bruits de coups d'État? Mais est-ce qu'il a péché en disant qu'on devrait se pencher sur ce que ça induit? Je voudrais vous inviter à m'écouter, à me laisser faire mes analyses. Allez-y. Monsieur Ousmane Batoko, quand vous le voyez, pendant qu'il faisait sa déclaration, moi j'ai bien suivi la déclaration, on a l'impression qu'il a des choses personnelles contre le président de la République. Mais non, on n'a pas suivi la même déclaration. On a suivi la même déclaration. C'est mon appréciation. Il avait des choses qu'il reprochait personnellement au président de la République. Il avait une haine qui débordait. Monsieur Coty, c'est grave ce que vous dites. Bien sûr, pas du tout. Il y avait une haine qui débordait. Et j'irai jusqu'à la fin de ma... J'irai jusqu'à la fin pour vous prouver cela. Quand il dit qu'on ne gère pas un système démocratique dans lequel il y a des échos de coups d'État, j'ai posé la question à savoir si c'est la faute à la démocratie ou à ceux-là qui font des bruits de coups d'État. Cela voudra dire tout simplement, si aux USA, aux États-Unis, si en France, on attend dans leur système démocratique qu'il y a des plans de coups d'État et donc la démocratie ne marche pas, c'est la faute du président de la République, de leur président de la République. En plus, quelle est la magie par laquelle un président de la République, de son fauteuil ou de son bureau à la présidence de la République, imagine et connaît, mesure le degré de malveillance de chaque citoyen dans un pays. C'est-à-dire que vous êtes président de la République et donc vous devez connaître le degré de malveillance de chaque citoyen dans votre pays. Ce n'est pas possible. Donc, s'il y a des échos de coups d'État, ce n'est pas la faute au président de la République. Je voudrais qu'on soit clair là-dessus. C'est une manière, pour moi, j'ai compris que cette manière de parler, c'est une fuite de responsabilité. Il ne voudrait pas condamner l'acte. Et pour ne pas condamner l'acte, il tient de tels propos. Il parle après de vagues incertitudes. Je pense bien qu'il fait allusion aux élections générales de 2026. Il n'y a même pas un début d'incertitude.
L'incertitude, ceux qui cultivent encore l'incertitude sont ceux-là qui pensent, qui sont nostalgiques du passé, qui pensent que le choix du président de la République se fera hors parti politique. Alors, vous savez que c'est pour une première fois au Bénin que les dates des élections sont constitutionnalisées. Cela voudra dire tout simplement que une élection aujourd'hui au Bénin ne dépend plus d'un régime ou d'un chef de l'État. C'est constitutionnalisé, nous savons où nous allons. Nous savons quand est-ce que nous faisons l'élection et nous nous donnons les moyens pour faire l'élection. Il n'a pas vu tout ça. Il n'y a pas de vague d'incertitude. Alors, je pense que tout le monde doit se faire habiter par ce nouvel état d'esprit qui dit tout simplement que nous devons aller travailler auprès du peuple pour pouvoir gagner les élections. Sans vouloir vous interrompre, est-ce que vous ne pensez pas que la vague d'incertitude qui résonne selon M. Ousmane Batoko serait plutôt liée au malaise ambiant politique qui plane? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les opposants, la société civile demandent par exemple à dialoguer avec le chef de l'État, à faire des assises et tout. Est-ce que ce n'est pas plutôt par rapport à cela et non aux dates d'élection, au calendrier électoral? C'est pour ça que je dis qu'il n'y a même pas un début d'incertitude. Et j'ai précisé que aujourd'hui, nous savons tous comment est-ce qu'on fait pour aller aux élections. Et M. Ousmane Batoko, il le sait. Ils sont juste nostalgiques d'un passé où le choix du président de la République peut se faire outre les partis politiques, en dehors des partis politiques. Ce n'est plus le cas. J'ai été plus loin. Nous nous sommes donné ce choix-là de constitutionnaliser les dates des élections. Et c'est une première au Bénin. Par conséquent, nous pouvons nous dire tout simplement qu'il n'y a pas d'incertitude parce que chaque parti politique sait comment faire pour aller aux élections. Je dis, après, que M. Ousmane Batoko, dans ce cadre-là de vagues incertitudes, doit essayer que ce nouvel état d'esprit l'habite désormais pour qu'il sache qu'au Bénin, il y a une voie pour aller aux élections et tous les partis politiques sont tenus de respecter. Le malaise ambiant ne pourrait pas. Le malaise ambiant ne pourrait pas être générateur d'instabilité. Vous ne pensez pas? Est-ce qu'il y a un malaise? Je pose la question, mais je ne sais pas s'il y a un malaise. Je sais que les gens ont demandé la relecture. Que les gens demandent à discuter avec le chef de l'État, à dialoguer avec le chef de l'État. Le chef de l'État avisera. Si quelqu'un demande à discuter le chef de l'État, c'est par rapport à son calendrier, c'est par rapport à tout ça qu'il regarde et qu'il invite les gens à discuter avec lui. S'il trouve opportun de discuter, il discute. Ça, c'est un malaise ambiant? Non, pas du tout. Pas du tout, alors. Je ne pense pas à un malaise ambiant. Alors, le troisième point qui m'amène à dire que ces propos dégagent de la haine contre le chef de l'État, c'est que M. Ousmane Batoko a reconnu le bon fonctionnement des institutions de la République. Il a reconnu que les institutions fonctionnent. Mais pour noircir toujours la gouvernance Talon, il trouve un hypothétique état d'esprit des hommes et des femmes qui gèrent cette institution, ces institutions, j'allais dire. Vous ne trouvez pas que c'est pas sain, que c'est pas bien? Il trouve que les institutions de la République fonctionnent. Mais dans le même temps, il trouve un hypothétique état d'esprit des hommes et des femmes qui gèrent ces institutions, comme quoi ils sont ils sont pas à l'aise. Peut-être qu'il a le secret. Peut-être que des présidents d'institutions se sont approchés de lui pour lui dire qu'il ou elle n'était pas à l'aise dans leurs fonctions. Il n'avait qu'à leur demander à démissionner. Est-ce que ce qui est malsain n'est pas plutôt ce que vous faites? Essayez de dramatiser. Je ne dramatise pas. De dramatiser des préoccupations d'une personnalité politique. Vous trouvez qu'on dramatise? Pas du tout. Et je vais vous le prouver encore une fois. Le président Ousmane Batoko
a parlé d'un doute à peine voilé de la situation du dossier. voilà, donc, de M. Olivier Bokor et de Oswald Romeki. M. Ousmane Batokor a été président de la Cour suprême du Bénin il y a 3 ans seulement. Et quand on parle de la Cour suprême, c'est la plus haute institution en matière judiciaire et administrative. Vous le savez mieux que moi. Et sachant bien que c'est une affaire en instruction, à ce jour, M. Ousmane Batokor s'est permis de mettre du doute sur l'affaire et de prendre ça comme un non-lieu, de quelque chose qui n'a pas existé. Voilà. Donc, je trouve un instant que c'est extrêmement grave en tant qu'ancien président. Il a laissé ce poste il n'y a que 3 ans. C'est pour ça que je parle de la haine. On ne peut pas avoir occupé ce poste. On ne peut pas avoir occupé cette responsabilité. Et pour tout le parcours qu'on connaît à M. Ousmane Batokor, qu'il puisse dire des choses comme ça contre le président de la République, c'est pas bien. J'ai l'impression que c'est vous les extrêmement affidez. choquant. Il dit avoir 40 ans d'amitié avec lui. Oui. Il a toutes les voies pour aller le voir et lui parler en face et dire « Je trouve que ça, c'est pas bon. Je trouve que ça aussi, c'est pas bon. » Si le président de la République ne le reçoit pas... Vous et moi, on ne sait pas s'il a fait ou non. Alors, il y a 1000 manières. Mais dans sa posture, il n'a fait que noircir la gestion du chef de l'État. C'est ce que nous, on trouve. Et par rapport à ce qu'il a été dans ce pays, c'est quelqu'un qui a servi à construire la démocratie béninoise, bien entendu. Il ne peut pas, aujourd'hui, se tenir devant le peuple béninois pour une affaire en instruction en tant qu'ancien président de la Cour suprême. Je le répète, la Cour suprême, c'est la plus haute juridiction en matière administrative. Vous trouvez qu'il a manqué une occasion de se taire ? Pardon ? Vous trouvez qu'il a raté une occasion de se taire ? Bien sûr. Moi, je trouve qu'il est passé complètement à côté. Et c'est ce qui justifie, selon vous, toute cette cabale aujourd'hui contre l'ex-président de la Suprême ? Ce n'est pas une cabale, c'est mon analyse propre. J'ai écouté une personnalité politique qui était plutôt préoccupée et qui, peut-être, avait beaucoup de choses à dire, mais qui n'a pas vraiment parlé. Non, en réalité, ça dépend de la lecture que fait chacun de ce qu'il a dit. Il n'était pas préoccupé. Il voulait juste étaler. Et il voulait juste dire des choses contre le président de la République. Et il a fait semblant d'être préoccupé. Il n'était pas préoccupé. S'il était préoccupé, il avait tous les moyens. Pourquoi vous liez ça à la personne du président de la République? Oui, parce tout simplement. C'était une analyse de la gouvernance. Tout simplement parce qu'il n'est pas un citoyen ordinaire. Il a assumé de hautes fonctions de la République. Il a assumé de hautes fonctions. Il n'est pas un citoyen ordinaire. C'est de cela qu'on parle, Madame Pisse. M. Ousmane Batokor ne peut pas se permettre de parler comme n'importe qui. Pas du tout alors. Et vous voyez d'où ça vient? J'ai vu Jean-Eudes Mitokpe le défendre. Ça n'a peut-être pas de lien. Non, moi je dis, j'ai vu Jean-Eudes Mitokpe le défendre. Je ne dis pas que ça a de lien. Que ça ait de lien ou pas, il a défendu pleinement et pendant longtemps. Il a passé au moins 7 à 5 minutes à défendre Ousmane Batokor. Moi, je trouve que les affaires de la République, oui. Non, je dirais, cette affaire, aux mains de la justice en ce moment, ça ne peut pas amener M. Ousmane Batokor à se prononcer de la sorte sur les réseaux sociaux. Pas du tout, parce qu'il a été président de la Cour suprême. Il sait ce que c'est qu'une affaire aux mains de la justice. Il le sait. Mais pourtant, il s'est exprimé de la sorte. Il a émis des doutes sur la réalité même de cette affaire. Il a émis le doute sur tout ce qui se passe en politique dans le pays. Alors que, en tant qu'ancien président de la Cour suprême, il devrait faire preuve de retenue. Et je dis qu'il a 10 000 manières pour lui de voir le chef de l'État et ou de lui faire parvenir son mot.
ses impressions. C'est très important. Il faut en tenir compte. C'est pour ça que je dis c'est à la limite haineux. Qu'est-ce qui pourrait de advenir parler après d'un ces ami propos, d'il y a 40 ans comme ça en public, c'est pas possible. Est-ce que on va procéder aussi à l'arrestation de M. Ousmane Batoko pour ses propos? Moi, je ne suis pas la justice. Non, je demande, je pose Non, la moi, je ne question. suis pas la justice. Mais- Pourquoi vous me posez la question? Je ne suis pas la justice. Je n'ai pas demandé à ce qu'on arrête. J'ai juste fait une analyse sur ce qu'il a dit. En tant qu'ancien président de la Cour suprême, je trouve qu'il a manqué à une responsabilité, à un devoir d'ami, à une responsabilité. C'est tout. Moi, je ne dis pas qu'il faut l'arrêter, qu'il faut l'interpeller. Ça n'a rien à voir. Mais je dis tout simplement que ce qu'a représenté Ousmane Batoko pour notre démocratie et ce qu'il a incarné à la tête de la Cour suprême ne lui permettait pas de dire des choses comme ça. Est-ce qu'au-delà de ça, Par rapport à ça cette n'aurait pas affaire, dû vous interpeller sur le fait qu'il y a peut-être un malaise qu'il faut regarder de près? qu'est-ce qui vous interpelle dans ce Non, je dis, Dans ce qu'il a lorsque dit- des personnalités comme Ousmane Batoko finissent par sortir de cette façon-là, est-ce que ça ne devrait pas, vous et nous, vous avez, et tout le vous avez monde... reconnu qu'il est sorti d'une façon, donc d'une façon anormale. Non, j'ai dit, Ouais. j'ai bien dit, M. Coty, que j'ai l'impression qu'on n'a pas suivi la même déclaration. On a suivi la J'ai même vu déclaration, je crois. un ex-président de la Cour suprême préoccupé. Et je dis, si il en est arrivé à exprimer publiquement sa préoccupation, son souci du Bénin actuel, est-ce que ça ne devrait pas tous nous interpeller? Je dis Et tout vous, particulièrement membre du système de gouvernance actuel. Moi, je vous dis, M. Ousmane Batoko n'a pas été préoccupé. Il avait des intentions. C'est tout. Et je l'assume. Il n'a pas été préoccupé. Celui-là qui dit qu'il a 40 ans d'amitié avec le président de la République, s'il est préoccupé par une question qui interpelle sa conscience et qui est du bien de la nation, il a 10 000 moyens de le faire savoir au président de la République. Et donc, me dire qu'il a été préoccupé, que sa préoccupation devrait nous interpeller, qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis du doute sur l'affaire en tant qu'ancien président de la Cour suprême, c'est extrêmement grave. Nul ne saurait le faire. Moi, je ne le ferai pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'affaire est en instruction. Il sait bien que l'affaire est en instruction. Et il connaît son degré, comment appelle-t-on? Oui, il connaît son niveau dans le système judiciaire. Il ne devrait pas. En plus, je le répète, quand vous vous réclamez être ami de quelqu'un il y a 40 ans, ce n'est pas de cette manière-là qu'on parle de lui. Monsieur Coty, vous dites que non, que telle personne ne devrait pas se prononcer devant le dossier de complot contre l'autorité de l'État, mais au-delà, on voit en votre sein plusieurs déclarations. On a même vu les anciens députés se prononcer également sur l'affaire du complot et tout. Pourquoi vous refusez aux autres ce que vous faites? Non, en réalité, Madame Mouillot, il va falloir que je fasse une clarification. Laquelle? Je n'ai pas condamné ou fustigé le fait qu'il y ait eu des sorties par rapport à cela. Je dis, le président Ousmane Batoko n'est pas un citoyen ordinaire. Il a été président de la Cour suprême et mettre en doute. Vous avez pu fustiger aussi la sortie de M. Mitokpe. Non, M. Mitokpe n'est pas politique, je vous en prie. Il est venu en politique pour susciter la candidature. Il n'est pas politique. Quand on parle de politique, s'il vous plaît, ne me parlez pas de Jean-Eudes Mitokpe. Voilà, donc je vous disais, pour aborder son sujet, que je l'ai connu dans une autre vie de journaliste. Et donc, je l'ai revu en politique en suscitant la candidature d'une personnalité. Et donc, je parle d'Ousmane Batoko, de l'ancien président de la Cour suprême, qui a émis un doute fort par rapport à cette histoire de complot contre la sûreté de l'État. Et je dis bien, en tant qu'ancien président de la Cour suprême, une haute juridiction en matière judiciaire et administrative, il ne devrait pas, parce que l'affaire est en instruction. C'est aussi simple et clair. J'ai dit qu'il a débordé de haine, parce qu'il se réclamant 40 ans d'amitié avec le président Patrice Talon, et à entendre tout ce qu'il disait, je trouve qu'il a manqué de retenue.
C'est tout ce que j'ai dit. Et donc, je pense un instant par rapport, pour revenir au sujet concernant les anciens députés, c'est des politiques, non? Les anciens députés sont des politiques. Ils sont venus apporter leur soutien au chef de l'État et condamner l'acte. C'est aussi simple que ça. Tout le monde peut le faire. J'aime Les bien gens de votre la façon société civile l'ont fait. vous savez, j'aime bien votre façon d'accorder le titre de politique. On a vu parmi vous aujourd'hui affidés du système de la rupture, comment certaines personnes sont entrées en politique par la suscitation de candidatures à l'époque de M. Patrice Talon. Nous avons plein de caciques du système de la rupture qui sont entrés en politique par la suscitation de candidatures. Alors pourquoi aujourd'hui, vous méprisez ceux qui utilisent la même voie que vous pour entrer en politique? Parce que c'est vous... Ce n'est pas du mépris. Oui. Ce n'est pas du mépris. Encore que ce que vous me dites, j'en ai pas la preuve. J'en ai pas la preuve. Monsieur ce Coty, que vous me Monsieur dites, Coty, ouais, nous avons j'en ai tous pas la suivi preuve. 2016. Non, j'en ai pas la preuve. Pour entrer en politique, moi, j'ai fait un parcours. Vous parlez de vous? D'accord. Moi, j'ai fait un parcours. Quand vous me dites que vous voyez des gens qui sont rentrés en politique avec le pouvoir actuel et qui n'ont pas, en suscitant des candidatures, la candidature notamment du président Patrice Talon, moi, j'ai pas de preuve de ça. Mais je parle... Vous aimez bien vous voiler la face. Non, pas du tout. Je parle de ce que je connais, je parle de ce que je sais. Je ne parle pas de ce dont je n'ai pas la preuve, vous savez. Et donc, je pense un instant qu'on ne compare pas celui qui a trouvé du lait et du miel chez quelqu'un, on l'a conduit quelque part et puis on le soutient, on lui dit ça va aller, il faut faire ci, il faut faire ça, et être politique. Si Jean-Eudes Mitocquin... C'est le même profil que M. Oswald Omeki. Vous peignez pratiquement le même profil, qu'il m'en excuse, que M. Oswald Omeki. Quand on n'a pas un parcours politique, oui, ça finit toujours comme ça. Je vous le dis clairement. La politique, c'est un parcours. Vous avez vu le président Patrice Talon? Tout le monde le présentait comme un homme d'affaires. Mais il était plus politique que tous les membres de la classe politique. C'est ça, la réelle politique. Mais il n'a pas de parcours politique aussi. Alors, moi... Puisqu'on en parle. Moi, je dis tout simplement que le président Patrice Talon a eu un parcours politique. De quelle façon? Dans quel parti politique? Non, je vais vous dire, il ne s'agit pas de ça ici, mais le vrai politique, depuis tout le temps, a été Patrice Talon. Il a fait tous les présidents de la République. Non, une chose est de faire des présidents de la République. Monsieur Coty, une chose est de faire des présidents de la République, mais une autre est d'avoir un parcours politique. Oui, il a eu un parcours politique. Il a eu un parcours politique. Il a eu un parcours politique. Il ne s'agit pas de ça ici, on en reviendra. Mais je vous dis qu'il a eu un parcours politique. Monsieur Patrice Talon n'a jamais appartenu à un parti politique. Il nous l'a prouvé. Il nous l'a prouvé. Il est devenu président de la République. Et depuis 10 ans, il est à la tête de notre pays. Ce n'est pas rien. Il est venu au pouvoir par la voie démocratique. Pendant qu'il était l'ennemi numéro 1 du pouvoir d'antan. C'est un réel politique. Quand vous n'avez pas un parcours politique, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Même pas la magie, vous ne pouvez pas, monsieur Coty. Vous ne pouvez pas. C'est un crime de lèse-majesté que Dardar de dire que monsieur Patrice Talon a un parcours politique parce qu'il a fait élire des présidents de la République. Pas du tout. On n'a jamais vu monsieur Patrice Talon. On n'a jamais vu monsieur Patrice Talon dans un parti politique. Moi, je voudrais vous dire que ce n'est pas parce qu'il a fait élire des présidents qu'il a un homme politique ou qu'il a eu un parcours politique. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses. Mais puisque nous ne sommes pas là pour ça, moi, je n'ai pas reçu mandat de venir parler du parcours politique du président de la République. Et donc, on en arrête là. Mais je voudrais vous rassurer du fait que le président Patrice Talon a eu un parcours politique éloquent. Moi, si vous insistez. Moi, j'ai retrouvé juste celui dont vous parlez en politique, de journaliste à politicien, tout simplement parce qu'il suscitait la candidature de quelqu'un. S'il était un vrai politique,
vous n'allez pas me dire que vous ne regrettez pas en tant que journaliste sa sortie. Tout ce qu'il a dit. Parce qu'il s'est exposé. Et moi, je demande pardon pour lui. Il s'est exposé dangereusement. Il a dit des choses graves. Il s'est contredit tout le temps. Tu as fait un système pendant 8 années. Et parce que celui dont tu suscites la candidature a été arrêté. Tu deviens l'ennemi depuis 8 ans encore de ce même système dans lequel tu as tout le temps bouffé, sucé et margé. C'est ça la politique? C'est ça la jeunesse? Je trouve que non. Mais c'est vous les repères, n'oubliez pas. Monsieur Nathanaël Coty, j'ai une question avant de clôturer cette émission. Est-ce qu'il y aura des élections, est-ce qu'il y aura les primaires pour désigner un candidat au sein de l'Union progressiste, le Renouveau? Et face à vos certitudes liées au fait que le candidat de l'Union progressiste proviendra absolument du parti, quelle sera votre réaction lorsque M. Patrice Talon désignera un candidat qui, a priori, n'est pas très militant du parti? Madame Pisse, je ne saurais vous le dire, qu'il y aura des primaires ou ce serait une désignation. Je vous ai dit tantôt, moi, personnellement, j'aime qu'on soit discipliné. D'accord? Dans notre parti politique, il y a les dignitaires du parti. Il y a les membres de la organisation politique, le président du parti, les membres du bureau politique et les membres du parti politique. En plus, nous sommes chapeautés par un chef, qui est le chef de la mouvance présidentielle. D'accord? On saura en temps opportun comment se fera la désignation. Ah, parce que ça sera de la désignation. Non, comment se fera la désignation de notre candidat? Est-ce que ça va être par les primaires? Et ça ne vous dérangerait pas que ce soit de la désignation pure et simple? Madame, c'est une question. Nous sommes en 2023. Oui. Nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024, excusez-moi. Nous sommes en 2024 et les élections vont se passer bientôt. Oui. On connaîtra le candidat. En temps opportun, vous saurez. Mais ce que je sais, c'est que notre parti travaille pour présenter son candidat. Et il en serait ainsi. Et donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, il faut déjà dérouler le tapis pour savoir s'il y aurait des primaires, s'il n'y aurait pas des primaires, s'il y aurait une désignation, si le président de la République allait choisir dans un autre camp ou pas. Mais pour rester dans l'esprit de la réforme, est-ce que, normalement, on ne devrait pas assister à un mode de désignation inclusive, participative, bien sûr que et oui. non une désignation qui se fera... Bien sûr, c'est un mode de désignation, c'est un mode inclusif de désignation, absolument. Il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. C'est pour ça que je dis que c'est tout un processus. Pour désigner un candidat au sein d'un parti politique, on ne reste pas dans une salle et on désigne. C'est tout un processus, c'est des consultations. C'est des consultations. C'est des échanges au niveau du parti, c'est des consultations. Et donc, je pense un instant qu'on va laisser le temps au temps pour qu'arriver à cette étape-là, les choses puissent se passer. Vous serez informés en tout cas. Monsieur Nathanaël Coty, je rappelle que vous êtes membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Merci. Dites-nous, quel est votre mot de fin? Alors, je voudrais vous remercier très sincèrement, remercier toute votre équipe, l'équipe de Reporters Monde Bénin pour le travail que vous faites au service de la nation. Merci. Je voudrais aussi rassurer nos concitoyens de ce que le pays se porte bien et qu'il n'y aura pas, comme vous le dites, un impact par rapport à la situation en ce moment au maître de la justice, une instabilité politique qui nous conduirait à des situations graves en 2026 ou sur le parcours. Il n'y aura pas. Je voudrais inviter tout le monde à la retenue, toute la classe politique à la retenue et demander à ce qu'on attende que la justice nous informe sur les tenants et aboutissants de cette situation. Je voudrais également prier pour nos amis qui se sont retrouvés de l'autre côté. Si c'est des égarements, si c'est des situations qui les aient conduits là, je vais prier tout simplement que le Seigneur adoucisse le cœur
de ceux qui peuvent prendre la décision de les punir ou bien de, comment appelle-t-on, de les dédouaner de la situation. Moi, je prie pour eux et toute la nation prie pour qu'il y ait la paix. Et l'Union progressiste, le Renouveau, renouvelle encore son soutien indéfectible aux actions du chef de l'État. Et c'est dans cette épreuve qu'il est en train de traverser, qu'il sache que le parti le soutient et est derrière lui. Je vous remercie. Quel est votre message aux citoyens, au peuple béninois qui, aujourd'hui, ne sait plus quasiment à quel sens se vouer? Parce que vous nous avez vendu tout le temps que M. Patrice Talon et M. Olivier sont deux amis. Aujourd'hui, l'un est accusé de comploter contre l'autre. Et je crois que le peuple, ou les citoyens, sont quand même un peu confus face à tout ça. Quel est votre message de paix ou de sérénité? Est-ce que vous lancez un appel de sérénité aux citoyens? C'est un message de paix et c'est un message de sérénité que je lance au peuple béninois. Et je voudrais vous dire quelque chose. Ces deux amis frères, oui, c'est ce qu'on a toujours vu, c'est ce qu'on a toujours entendu. Qui se sont toujours assumés. Voilà, donc ces deux amis frères. Alors, si ces deux amis frères, personne n'a mal plus que le président Patrice Talon pour Olivier Bocco. Il doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui a pu amener mon frère ami à ce niveau-là. Et donc, je pense un instant que nous devons rester sereins. Et comme ces deux amis frères, on saura la vérité et on va situer les responsabilités. Que ce soit dans la Bible, dans le Coran, dans les religions endogènes, nous avons tous appris de la trahison, de l'amitié, de tout. On a tout vu. On souhaite, parce que c'est un présumé complot contre l'autorité de l'État. L'affaire est en instruction encore à ce jour. Et donc nous attendons, nous tous, avec sérénité, la justice de notre pays. Monsieur Nathanaël Coty, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Peace. Merci beaucoup.